Merci beaucoup, merci d'être là ce matin avec nous. Merci à nos invités de venir ce matin échanger sur un thème important pour notre société, important pour la démocratie. Nicolas les a présentés, mais quand même, on va les saluer. Chloé Morin, vous êtes politologue à la Fondation Jean Jaurès. Vous sortez un ouvrage bientôt sur les inamovibles. Ensuite, à côté de vous, Olivia Grégoire, vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances et de la Relance, chargée de l'économie sociale et solidaire. Pascal Perrineau, professeur des universités à Sciences Politiques. François Aumeril, vous êtes syndicaliste, président de la CFE-CGC, le syndicat des cadres. Et puis, tout près de moi, Nicolas Bouzou, économiste, essayiste, qui sort lui aussi un ouvrage la semaine prochaine sur le couple et la famille. Alors, ils sont experts, tous, dans leur domaine, et ils sont là ce matin pour vous parler de l'expertise. Qui croire, comment faire dans cette crise, à qui se référer. On a vu que le gouvernement a pris un certain nombre de décisions en se référant à un conseil d'experts, un conseil scientifique, mais aussi en matière économique. Bruno Le Maire a choisi de s'entourer de l'expertise d'un certain nombre d'économistes. Alors, on va en débattre ce matin. On a peu de temps, mais vous allez voir, on a beaucoup de choses à se dire. Peut-être commencer avec vous, Chloé Morin. Est-ce qu'aujourd'hui, un gouvernement peut se passer des experts ? Alors, est-ce qu'il peut s'en passer ? On a vu avec la crise du Covid que c'était bien compliqué et qu'il a plutôt la tentation de faire l'inverse. Lorsqu'on regarde, pas seulement la France, mais l'ensemble des démocraties occidentales, on se rend compte qu'il y a une crise de défiance qui touche, on le sait, le monde politique, mais qu'y échappent encore un peu les scientifiques et puis juste derrière les médecins et les professeurs. Ça, c'est vrai pour l'ensemble des démocraties occidentales globalement. Et donc forcément, quand il y a une crise, les politiques sont tentés d'aller se faire une perfusion de légitimité auprès des experts. Le risque étant effectivement de les entraîner dans leur chute parce que par nature, on n'attend pas la même chose des responsables politiques qu'on attend des experts. L'expert, il est censé définir le champ des possibles, alors que le responsable politique est censé tracer un chemin et faire des choix de société qui résultent d'un débat public. L'expert est censé informer le débat, alors que le politique est censé décider. Et d'ailleurs, l'opinion publique n'attend pas la même chose des experts et des politiques, puisque de plus en plus des politiques, on attend des certitudes, on attend de réduire les risques. On est même dans une société du risque zéro. Alors que l'expert et spécifiquement les scientifiques, ils ont, la culture est totalement différente puisque la science, c'est la remise en cause permanente de ce que l'on sait et c'est l'acceptation du fait que l'on ne sache pas tout. Et finalement, il y a un clash des cultures lorsque l'expert prend la place du politique, puisque l'expert arrive en disant « je n'ai pas toutes les réponses », alors que du politique, on attend absolument toutes les réponses. Et des décisions prises avec des certitudes. François Aumeril, je me tourne vers vous. Est-ce que, justement, on a beaucoup parlé aussi de la légitimité de ces experts. Finalement, comment on pourrait définir les experts ? Est-ce que le politique a raison de se tourner alors vers qui ? Des économistes, des spécialistes ? On voit que les experts entre eux aussi se contredisent. Je crois que c'est un peu le problème. Vous l'avez dit en introduction du débat, à qui croire ? On en a un très bon exemple actuellement avec la crise sanitaire que l'on traverse. Si on fait un petit défilé des interventions sur les réseaux sociaux, sur YouTube par exemple, des différentes personnes ayant autorité, au sens où dans leur parcours ou dans leur titre en matière de médecine, ils représentent une certaine forme d'autorité, on voit bien que c'est difficile de faire son choix. En tout cas, il y a vraiment un débat entre ces différentes autorités
Tous, ils sont professeurs de médecine, ils ont tous des responsabilités importantes, c'est un point important. L'expertise se définit en regard toujours de la responsabilité. Et le problème, c'est qu'y croire. Et comme vous l'aviez dit tout à l'heure, la décision politique s'appuie beaucoup aussi sur une certaine forme d'expertise économique. Et le problème que l'on a, en tout cas, c'est notre point de vue, c'est qu'en matière économique, il faut aussi faire son choix d'une certaine façon. Moi, je dis souvent, quand on fait des études supérieures en physique, en mécanique ou en mathématiques, qu'on fait ses études à Toulouse, à Paris ou à Bordeaux, on a les mêmes cours finalement. Ce n'est pas toujours la même qualité pédagogique, mais ce sont les mêmes matières qu'on enseigne et ce sont les mêmes théorèmes. En matière économique, non. Force est de constater qu'il y a tout un tas de points de vue très différents qui se confrontent et qui parfois s'opposent. Et pour prendre une décision politique éclairée, eh bien, il faut d'une certaine façon que le pouvoir entre guillemets, choisissent son camp ou en tout cas prennent des options par rapport à aujourd'hui ce qui est d'une certaine mesure un peu dans le champ théorique. Donc le problème, il est que la décision politique en matière sanitaire, comme actuellement, ou en matière économique, doit d'une certaine façon un peu prendre parti et ça crée aussi peut-être une certaine forme de confusion dans l'opinion publique. Donc gouverner, c'est choisir et choisir des experts. Pascal Perrineau, justement sur... est-ce qu'il n'y a pas une crise quand même de l'expertise? Justement, on voit la confusion. Vous disiez, François Omril, qu'il y a des experts de différentes chapelles finalement. Est-ce que ça ne crée pas la confusion pour le citoyen? Bien sûr, et il suffit de lire aujourd'hui les enquêtes. En effet, nos concitoyens sont très désarçonnés. En France, plus que dans d'autres démocraties européennes. Pourquoi? Parce que la France est tout de même un pays particulier où la crise des intermédiaires, en général, est historiquement, ça ne date pas de la présidence Macron, est historiquement extrêmement forte. Entre le pouvoir qui est censé décider et les citoyens qui sont censés exécuter, la France est un pays qui a très peu d'intermédiaires. Les intermédiaires ont toujours été les corps intermédiaires, comme on dit. Donc les syndicats, les partenaires sociaux, les partis, les syndicats, les associations, vous pourriez multiplier ceux qui prétendent parler en notre nom, les journalistes, les intellectuels, voilà. C'est une crise véritablement générale et sur le long terme des intermédiaires qui est encore plus forte aujourd'hui qu'hier parce que la défiance est en train de battre en France des records absolus. Nous avons créé il y a plusieurs années à Sciences Po un indicateur de la confiance politique que je n'ose appeler confiance politique, c'est un indicateur de la défiance. On mesure avant tout de la défiance. Et comme on le fait de manière comparative, la défiance en pleine crise du Covid est beaucoup plus forte en France qu'en Allemagne, qu'en Grande-Bretagne, qu'en Espagne, vous voyez. Donc il y a bien un problème franco-français. Alors, devant cette crise des intermédiaires, il y a deux réactions. La première réaction, c'est de dire, bon, puisque le gouvernement des hommes est très compliqué, eh bien, on va chercher des gens qui administrent les choses. Le vieux rêve saint-simonien. Le gouvernement des technos, le gouvernement des experts. Ça a eu un certain succès quand on mesurait ça en termes d'opinion. Ça rentre de plus en plus en crise, parce que les technos, les experts, on s'aperçoit qu'ils se plantent tout autant que les autres. Vous citiez en effet ce débat, cette guerre picrocolline des médecins entre eux en pleine crise du Covid-19. En 2008-2009, la crise économique et financière, les économistes n'étaient absolument pas d'accord. Qui avait prévu d'ailleurs cette crise dans le milieu de la science économique? Vous voyez, à peu près personne. Donc les experts montrent leurs limites. Et quand on regarde par exemple les ministres, c'est intéressant. Est-ce que par exemple les ministres de l'Agriculture qui étaient agriculteurs ont été les meilleurs ministres? Est-ce que les ministres de l'Éducation nationale qui étaient enseignants ont été les meilleurs ministres? Je n'en suis vraiment pas certain quand vous regardez ça sur un échantillon représentatif. Donc ça, c'est, vous voyez, cette alternative qui pourrait être le gouvernement des experts est en train de tomber. Alors ce qui reste, c'est un gouvernement sans intermédiaire. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la formule populiste. C'est-à-dire, on tire le constat qu'il n'y a rien qui existe véritablement entre le citoyen et le pouvoir, et
c'est pour ça, si vous voulez, que le populisme réussit aussi bien dans le monde entier aujourd'hui. Parce que c'est une formule politique où, entre le peuple et le pouvoir, eh bien, il n'y a rien. Et c'est censé être le dialogue entre un leader plus ou moins charismatique qui représente cette masse qu'est le peuple et le peuple. Hein. Alors, réfléchissons à ça. Justement, je vais me tourner vers Olivia Grégoire. Vous êtes politique, vous étiez député, aujourd'hui vous êtes au sein du gouvernement. Comment on fait pour gouverner après l'état des lieux que l'on vient de dresser? Comment on fait pour rapprocher le politique des citoyens? Vaste question à laquelle je ne parviendrai pas à répondre en 4 minutes, mais je vais quand même rebondir sur les propos de l'excellent Pascal Perrineau. D'abord, pardonnez-moi, mais rien de neuf sous le soleil. Cette défiance, votre baromètre, qui est très précieux accessoirement, de par son ampleur, démontre que cette défiance, elle est prégnante depuis des années. Elle s'accentue, mais elle est prégnante. Et je crois que, d'abord vous dire un point sur les experts et la politique. Moi, j'ai été frappé au Parlement de voir à quel point on était dans une forme de paradoxe. C'est-à-dire qu'on demande, et Pascal Perrineau vient de l'exprimer, de plus en plus aux politiques d'être précis, d'être en domaine d'expertise pour pouvoir peut-être décider de façon éclairée. C'est pas anodin d'ailleurs ce mot éclairé, c'est le mot qui est utilisé par le président de l'Assemblée nationale lorsqu'on est en débat pour présenter un amendement. Il finit la présentation des amendements qui sont trop longs en disant « merci d'avoir éclairé le débat ». Ce mot n'est pas anodin. Mais en réalité, un politique, à commencer par un député, c'est un généraliste. Lorsque vous êtes en commission, vous avez parfois des textes qui relèvent directement de votre commission, mais vous êtes amené à voter sur d'autres textes, par exemple budgétaires, alors même que vous êtes à la commission de l'éducation. Un politique, un bon député, ce que j'ai modestement essayé d'être pendant 3 ans, est un député qui peut-être a un domaine, une dominante en expertise, mais qui n'est pas un spécialiste de tout. Et j'ajouterais qu'il n'a pas vocation à l'être. Relisons d'ailleurs les grands débats du début du siècle. Les grands députés, les grands parlementaires n'étaient pas des ultra-spécialistes, mais plutôt des hommes polyvalents. Donc j'ai le sentiment qu'on attend, on est dans un grand paradoxe, on attend du politique parfois une expertise sonnante et trébuchante qui n'est pas forcément dans son ADN. Et je pense qu'au-delà de la crise de l'expertise, Fanny Guinochet, on a une crise de société beaucoup plus forte qu'une crise de l'expertise. On assiste, si je devais le résumer en fait, à une forme d'accélération du temps au détriment du doute, au détriment du soupçon. Si je devais le résumer en une formule, douter, ça devient douteux. Douter pour un politique, et on a certaines, je pense notamment à Chloé Morin qui combat sur les plateaux télé pour essayer d'amener de l'expertise. Douter, aujourd'hui, quand on est un expert, on a parfois des zones de doute. Quand on est un politique, on a parfois, et on l'a vu récemment, des zones de doute. Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est grave? Aujourd'hui, on ne l'accepte plus parce qu'aujourd'hui, et c'est vraiment ce que je voulais dire aussi à l'aune de votre introduction, les gens, la société ont les moyens de parfois se donner le sentiment d'être tous experts. Dans un monde où on est tous experts, ça devient sacrément compliqué que les vrais experts sortent du lot. Et les vrais experts, et on l'a vu d'ailleurs sur les débats picrocolins, comme vous le disiez, de médecine. Moi, j'ai beaucoup de collègues médecins qui ont été très étonnés. On n'a plus le droit de douter, alors même qu'au cœur de la doctrine médicale, au cœur de la médecine, il y a le doute, il y a le droit au doute. A-t-on encore le droit de douter, alors qu'aujourd'hui, la valeur ajoutée, c'est de moins en moins la vérité, c'est la rapidité. Quelque part, j'ai envie de vous dire, et pardonnez-moi la provocation, de plus en plus, il faut répondre vite, peu importe qu'on réponde juste. On a des gens qui nous assènent sur certaines chaînes de télé des certitudes à longueur de journée, et il n'y a pas d'offre sans demande. Si ces gens sont sur ces plateaux à asséner des certitudes, c'est que les citoyens le demandent. C'est qu'on veut des raccourcis pour aller plus vite. Et parfois, quand c'est compliqué, quand on parle de médecine, quand on parle d'épidémiologie, c'est compliqué. Ça suppose du temps. Mais du temps, vous n'en avez plus entre Facebook, Twitter et les télés. Et je pense que c'est un sujet de société qui est plus large que la crise du politique et de l'expertise pure et dure. C'est vraiment cette quête de l'urgence, ce doute qui est douteux, et le politique qui se fait entraîner, je dirais, dans ce mouvement et peut-être dans
dans cette chute, je pense que c'est un vrai problème de société sur lequel on ferait bien de s'arrêter un peu. Justement, Nicolas Bouzou, sur cette question de la rapidité qui laisse place au doute, en quoi ça peut percuter on va bientôt être... on est dans un système démocratique, bientôt il y aura des élections. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là, ou comment le gérer ? Déjà, cette question de la rapidité, elle m'a beaucoup frappé ces derniers mois, puisqu'on voit bien que souvent, les questions que les journalistes posent aux médecins sont des questions dont on peut assez facilement comprendre que la science ne soit pas en capacité d'y répondre, parce que ce virus, le meilleur spécialiste au monde travaille dessus depuis 9 mois. Et donc, il est complètement évident qu'on n'a pas de réponse à tout, mais pourtant, évidemment, la presse demande des réponses sur la contagiosité, la dangerosité, les mutations de ce virus, etc. Et donc on voit bien que les médecins qui n'étaient pas très habitués au débat médiatique, ça aussi, ça a été quelque chose de très frappant ces derniers mois. En fait, c'est d'ailleurs amusant, je fais une toute petite parenthèse personnelle, mais j'ai vu avec les médecins ce que j'avais vécu moi en 2008 avec les gens qui parlaient d'économie, c'est-à-dire l'arrivée comme ça d'une profession extrêmement brutalement, extrêmement violemment sur une scène médiatique en raison d'un événement complètement exogène. Ben là, on a vu ça vraiment avec des médecins, et des médecins qui sont devenus des stars d'ailleurs en quelques mois, et beaucoup ont énormément de talent, je trouve, une très grande capacité pédagogique, mais on leur pose des questions auxquelles tout simplement ils ne peuvent pas répondre. Là, la grande question en ce moment, c'est est-ce que le virus a muté ? Alors j'ai cru comprendre que c'était encore très difficile à savoir, et je crois que ce que dit Olivia Grégoire est très profond, c'est-à-dire qu'on peut toujours critiquer les journalistes, on peut toujours critiquer ceux qui sont sur les plateaux télé, mais il faut aller au fond des choses. Et le fond des choses, c'est que l'opinion publique exige des réponses très simples, des réponses rapides à des problèmes qui sont compliqués et pour lesquels on n'a pas de réponse. Alors, si je veux voir les choses de façon un peu positive, je dirais que cette crise, elle apporte quand même quelque chose d'intéressant au débat public, et ça me permettra de répondre à votre question sur les prochaines échéances politiques, c'est qu'elle montre à l'opinion publique qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas répondre. Parce que l'avantage du virus, c'est qu'il nous ramène à une réalité très concrète. Et ça, c'est une vraie différence avec 2008. C'est-à-dire qu'en 2008, en économie, c'est très abstrait l'économie. Il existe des chômeurs, ça on peut le voir, mais le chômage, c'est une abstraction. La croissance, c'est une abstraction. Et donc, on a une liberté pour se tromper. Et je le prends pour moi, bien évidemment, je ne suis pas du tout en train de faire de la leçon, mais on a une liberté pour se tromper qui est large. Il est assez difficile de mettre rétrospectivement en conformité l'adéquation entre ce qu'on a dit et la réalité. On peut le faire, mais c'est plus difficile. Sur le virus, c'est simple. Est-ce que c'était une grippette ou quelque chose de plus grave ? Ça, voilà. Est-ce qu'il y a une deuxième vague ou pas ? Voilà, ça, c'est des choses qui sont très faciles à voir. Pas si simple. Non, c'est pas si simple, mais c'est plus simple, je trouve, c'est plus simple quand même que dans le domaine économique. Et donc, là, on voit que, voilà, il y a des faits et qu'il y a une réalité. Et alors, si je veux reboucler avec l'économie, on voit bien que, regardez, on a beaucoup critiqué, par exemple, ces dernières années, on continue, et c'est un débat tout à fait légitime, les laboratoires pharmaceutiques sur tout un tas de choses. Bon. Mais enfin, là, on attend un médicament et surtout un vaccin d'un laboratoire pharmaceutique. Même nos amis chinois n'attendent pas de la médecine chinoise qu'elle résolve le problème. Voilà, plus personne n'est là-dedans. Ça, ce sont des sujets, les médecines douces, médecines traditionnelles dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Bon, là, en ce moment... on est un peu sérieux, quoi. On attend une réponse sérieuse à un problème grave. Et donc l'homéopathie, qui est un sujet passionnant en soi, mais a un peu disparu du débat public parce que personne n'attend de capsule d'homéopathie que ça nous apporte une réponse. Là, on attend vraiment un truc un peu brutal, violent, qui devrait être distribué par une industrie qui, en plus, chose horrible, essaie de gagner de l'argent et qui, sans doute, va distribuer des dividendes. Les laboratoires pharmaceutiques... Et là, de la provocation, on entre... attention. Non, mais justement... Non, mais je trouve que c'est très intéressant parce que là, on entre vraiment dans quelque chose qui est extrêmement concret. Et donc, cette crise, donc, si je veux le voir d'une façon positive, elle nous oblige quand même, je trouve, à être en prise avec une forme de réalité. Et d'ailleurs, je termine, je m'arrête complètement, mais puisque Pascal Perrineau évoquait la question du populisme, on voit bien que
les gouvernements populistes ont autant de difficultés que les gouvernements non populistes. Le gouvernement aujourd'hui le plus populaire, je crois, je parle sous le contrôle de Pascal Perrineau, mais ça doit être le gouvernement allemand, qui est vraiment le gouvernement anti-populiste par excellence. Donc on voit bien, c'est intéressant, l'expérience populiste de ce point de vue-là est intéressante, on voit bien que là aussi, ils se heurtent. Alors je ne dis pas qu'ils font les choses moins bien, je pense que si, mais en tout cas, ils ne font pas mieux et il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette populiste à cette crise. Chloé Morin, est-ce que les citoyens, quand même, sont prêts à entendre, à douter, à attendre, à avoir des politiques qui leur disent à des moments, je ne sais pas, comme certains politiques ont pu le dire pendant cette crise. Est-ce que ça, c'est quelque chose à laquelle l'opinion peut être sensible ? Alors, je crois que ce qui vient d'être dit est très vrai. C'est-à-dire que si vous essayez, en tant qu'expert sur un plateau télé, de dire « je ne sais pas » une question, ça produit un drôle d'effet. Et de la même manière, on est quand même un des pays où, quand un Premier ministre a dit, je crois que c'est un Premier ministre, on a tout essayé contre... voilà. Ça a aussi produit un drôle d'effet. On ne supporte pas que les responsables politiques ne soient pas omniscients et omnipotents. Et effectivement, douter est devenu plus que douteux, et on considère globalement que lorsqu'on ne fait pas, ça n'est pas qu'on ne peut pas ou qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne veut pas. Et du coup, effectivement, c'est très compliqué parce que les responsables politiques sont entraînés dans cette fuite en avant, dans cette surenchère, et incités à ne jamais avouer de doute, quitte à travestir la réalité, quitte à en masquer une partie. Mais la bonne nouvelle, en quelque sorte, c'est que il y a un Premier ministre, alors qui n'est pas l'actuel, mais juste le précédent, qui, à un moment donné, pendant la crise du coronavirus, a ouvert cette porte-là, de dire « il y a des choses qu'on ne sait pas ». C'est un discours qu'on a assez peu entendu dans la bouche de responsables politiques ces derniers temps, mais globalement, on ne peut pas dire que ça lui est nui en termes de... Il a une bonne popularité. Donc, on peut peut-être avoir un peu d'espoir de ce point de vue-là, parce qu'effectivement, si l'on regarde les choses d'une manière un peu clinique, c'est vrai que cette fuite en avant de toujours plus vite et de toujours plus de certitude assénée alors qu'on ne peut pas tout savoir, c'est assez effrayant. Je vois Olivia Grégoire, vous souriez. Est-ce qu'on peut dire quand on est une femme ou un homme politique ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire, quand on est un homme ou une femme politique, je ne sais pas ? Je ne sais pas si on peut, mais moi je le fais. Et pour poursuivre ce que disait Chloé Morin, je le fais parce que je pense qu'avant même peut-être la vérité transcendantale, ce qu'attendent nos concitoyens, c'est aussi un discours direct et authentique. Et donc je m'autorise parfois à dire que je ne sais pas. Je converge avec Chloé Morin sur le fait que ce n'est pas les moments les plus faciles en plateau, quand je dis que je ne sais pas. Mais encore faut-il l'assumer. Édouard Philippe, pour ne pas le citer, puisque c'est de lui dont vous parliez, avait eu aussi, l'outrecuidance de dire un jour « je ne suis pas Wikipédia ». Je me souviens de cette phrase. C'est vrai. Je l'ai souvent en tête. Je ne suis pas Wikipédia, et en même temps ça me rassure, parce que je ne suis pas un droïde nourri par intelligence artificielle. Et je crois que ça fait d'ailleurs partie des totems de l'humanité d'admettre qu'on ne sait pas, au-delà de l'amour que j'ai pour les maîtres du soupçon. Je ne sais pas si je vais être aussi optimiste que Nicolas Bouzou, mais en revanche, sur le constat, je ne veux pas être aveugle, et je pense qu'il faut être lucide. La société s'accélère, l'instantanéité et la rapidité devient maître, au détriment du doute. Mais ça veut aussi dire quelque chose de ce que les concitoyens attendent du rapport à la démocratie, du rapport aux politiques, et peut-être de la façon qu'on a de pratiquer la politique. On l'a vu, et je ne vais pas être trop longue, ces derniers mois, le président de la République, le gouvernement ont essayé par des modalités assez innovantes, que ce soit la Convention citoyenne, que ce soit aussi les questions de référendum d'initiative citoyenne qui ont traversé le débat politique depuis maintenant 2-3 ans. Je crois qu'il faut aussi que le politique
à l'aune de cette crise des experts et de cette crise du doute, se questionnent profondément sur ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi que les gens ont de plus en plus envie de dire, de juger, de contribuer, de participer, que sais-je, à l'élaboration de la décision, à la prise de décision. Et là, je pense que l'entreprise, vous parliez, pardon, mais je le lis souvent, du baromètre de la confiance Sciences Po, Cevipof, pour ne pas le citer, c'est toujours intéressant, et je regarde souvent la confiance, pas tant dans le politique, parce que pour le coup, je suis assez pessimiste, mais dans les autres acteurs, les entreprises, les associations, et parfois les syndicats. Je suis plus optimiste quand je vois la confiance sur les associations, sur les entreprises. Je suis un peu plus optimiste et je me dis qu'on a peut-être, nous, politiques, des choses à apprendre, à retenir, à extraire du champ associatif, du champ de l'entreprise. Quand on voit, par exemple, dans l'économie sociale et solidaire, dont j'ai l'honneur d'être en charge aujourd'hui, que c'est à l'origine de l'ESS, les coopératives, un homme, une voix, la participation des salariés à la gouvernance de l'entreprise. Il y a des moyens qu'on doit imaginer, nous, politiques. On doit se faire inspirer par les entreprises, par les associations, par les coopératives, par les mutuelles, parce que ce lien de confiance est rompu. Ça fait longtemps qu'il est rompu. C'est pas en décrétant qu'on veut recréer ce lien et refaire société qu'on va y arriver. Ça ne se décrète pas. Ça se pratique, et c'est aussi le sens de ma présence ici, c'est-à-dire que le politique doit s'inspirer d'autres acteurs qui parfois ont réussi à mieux maintenir, mieux tisser la confiance. Et je pense que voilà, le constat, oui, il y a une crise de l'expertise et une crise de la confiance politique. Moi, j'ai assez envie qu'on le dépasse, sinon je ne me serais pas engagé en politique. Et je pense qu'on a, nous, des choses à faire dans les prochaines années, constitutionnellement, pour que cette démocratie soit plus vivante, et peut-être qu'on verra la crise de l'expertise diminuer si on arrive à mieux faire participer les citoyens à la vie démocratique. Alors justement, parmi les citoyens et les intermédiaires, les partenaires sociaux, François Omril, comment un syndicat aujourd'hui, à l'aune de ce diagnostic, peut participer, lutter contre cette défiance, un peu aussi l'érosion, parce qu'on voit que le monde syndical a beaucoup souffert ces dernières années? Alors, je vais répondre à votre question, mais si vous le voulez bien, je vais prendre un petit détour et revenir sur la question de l'expertise. On est ici dans un lieu plus que symbolique, hein, on parle de l'entreprise, et je voudrais reprendre la question de l'expertise, mais dans l'entreprise. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de crise de confiance de l'expertise dans l'entreprise, je suis même sûr que non. Parce qu'un expert, c'est quelqu'un qui s'engage dans l'entreprise. Derrière lui, il n'y a personne. Quand il y a un problème, on lui demande son avis, et la personne qui va donner son avis, c'est qu'il va être écouté, il va être suivi, il va engager sa responsabilité. Je vous raconte une anecdote. Alors, jeune ingénieur dans mon entreprise, je suis convoqué avec 2 collègues par le directeur de la société qui nous dit, voilà, on a un problème de qualité sur tel produit, vous avez une semaine pour le résoudre, si vous ne le résolvez pas, dans une semaine, il y en aura 3 autres à votre place. Je pense que si on avait appliqué la même méthode sur les experts qui ont défilé sur tous les plateaux des chaînes continues, aujourd'hui, on aurait du mal à remplir les plateaux. Donc le problème, il est là, c'est que, et je vais aller pour le coup sur votre question, la question, elle est que le pouvoir politique, moi je suis persuadé de ça, ne fait pas suffisamment confiance aux acteurs intermédiaires. Mais c'est au pouvoir politique de donner un signal, de responsabiliser les acteurs. Les acteurs, ils sont dans les entreprises, ils ont l'habitude de prendre leurs responsabilités. Vous l'avez dit tout à l'heure, je suis président de la CFE-CGC, le syndicat qui représente les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres. On a l'habitude de prendre nos responsabilités, tant sur le plan professionnel que sur le plan syndical. Donc tout ça ne nous fait pas peur. Le problème, il est que la confiance, ça se délègue. Il faut envoyer un signal très fort. Et je dois vous dire que, puisque, madame, vous faites partie du gouvernement, on a un exemple très précis là, qui vient de se passer juste cette semaine, au mois de mars-avril, quand il fallait redémarrer les installations. Moi, je viens de l'industrie, beaucoup d'industries se sont arrêtées toutes seules pour la simple raison que les gens avaient peur d'aller travailler. Il a fallu compter sur nous-mêmes pour pouvoir redémarrer les installations. Il a fallu mettre en place les gestes barrières. Et quand on se retournait vers le gouvernement, il nous disait « Non, surtout ne mettez pas le masque, c'est presque dangereux de faire le masque ». À ce titre, les réseaux sociaux sont sans pitié
sur la communication gouvernementale au mois d'avril. Je suis désolé, il suffit de regarder les archives. Et aujourd'hui, alors que dans les entreprises, chacun a pris ses responsabilités, a fait l'effort, a mis en place des dispositifs, parce que chacun est attaché à ce que justement ça tourne, eh bien on nous dit maintenant on va rendre le masque obligatoire. Eh bien moi je pense que c'est un mauvais signal. C'est un déficit de confiance vis-à-vis des acteurs dans l'entreprise qui ont toute capacité à interpréter une norme sanitaire qui évolue, qui change. Pourquoi pas? Mais en tout cas, on est suffisamment capable pour pouvoir prendre en charge cette responsabilité sans qu'on nous impose quoi que ce soit. Il me semble que dans l'Assemblée, voilà, vous allez avoir Juste un mot, Nicolas Bouzou, vous vouliez réagir? Si cette crise des experts est peut-être un peu plus forte en France qu'ailleurs, c'est parce qu'on a une structure du débat public qui est très particulière en France et depuis plusieurs siècles en réalité. C'est-à-dire qu'en France, on a cette spécificité que sont les intellectuels qui viennent des salons du XVIIIe siècle et qui ont eu un rôle considérable évidemment dans la Révolution et qui sont des gens qui réfléchissent de façon systémique à plusieurs sujets en même temps. Quand vous allez au Royaume-Uni ou aux États-Unis, vous n'avez pas du tout le même type de débat qu'en France. Vous avez sur les plateaux télé des universitaires. Aux États-Unis, sur un sujet comme l'environnement, vous allez trouver des chercheurs, des universitaires, alors qu'en France, vous allez avoir un spectre de débatteurs beaucoup plus large. Alors ça a un côté négatif, c'est que peut-être on dit un peu plus de bêtises, mais ça a un côté très positif, c'est qu'on a une vision du monde aussi qui est beaucoup plus large et un débat public en France qui est extrêmement vif et tout à fait passionnant. Et j'ajoute, je ne le dis pas pour moi, mais qu'on peut être généraliste et avoir quand même de temps en temps raison. Olivia Grégoire a un éminent ancêtre à l'Assemblée nationale et au gouvernement aussi, je crois que c'est une référence qu'on partage, Tocqueville. Tocqueville, il a fait un grand livre sur les États-Unis, il a fait un des plus grands livres sur la Révolution française. Quand il était député, il s'occupait du droit du travail, on appelait ça le droit au travail, et il était ministre des Affaires étrangères, et il avait toujours raison sur tout. Pascal Perrineau, je vois que... Oui. Je partage, en effet, Tocqueville avait raison sur tout, et c'est le seul, à peu près. Le problème et la difficulté sur cette question de l'expertise, et pour revenir à ce qu'Olivia Grégoire disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un problème de société, la société là-dessus a changé, c'est que contrairement à ce qui se passait il y a 30 ans, il y a 50 ans, ou encore plus, les Français ont l'impression tous d'être des experts. Et ça complique beaucoup les choses. Jadis, si l'on peut dire, il y avait des phénomènes de délégation. On s'en remettait aux partis, aux syndicats, à telle ou telle association, à telle ou telle église. Il y avait des phénomènes de délégation. On se sentait représenté. Aujourd'hui, les Français ne se sentent pas représentés. Et d'ailleurs, ils détestent leurs représentants à peine élus. Regardez même Jean Castex. On s'est dit, c'est merveilleux au mois de juillet. Ah, déjà en août, c'est beaucoup moins merveilleux. 8 points de chute. Bon, sans qu'il ait fait grand-chose, sans qu'il ait au compte... Il a fait beaucoup de choses. Il est allé dans le terrain, il est allé sur le terrain, etc. Donc, on voit bien ce phénomène franco-français qui est très ancien, qui remonte à la Révolution et qui est cette haine de la représentation. Vous savez, quand vous prenez les écrits, je relisais ça cet été, de Robespierre, qui a joué tout de même un certain rôle dans la Révolution française, Robespierre disait de toute façon, la souveraineté populaire ne peut pas être représentée. Vous vous rendez compte? La souveraineté populaire ne peut pas être représentée. C'est-à-dire un des hommes qui a joué un rôle fondamental dans ce qui est devenu ensuite, ce qu'on appelle la démocratie représentative, disait « mais ça ne peut pas marcher, puisque le peuple ne peut pas être représenté en tant que tel ». Alors, tout ce phénomène, qui était un phénomène historique, est beaucoup accentué aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a les médias horizontaux qui vous érigent... Les réseaux sociaux. Voilà, les réseaux sociaux qui vous érigent en experts. Chacun y va de son expertise sur n'importe quel sujet. Il y a la hausse moyenne du niveau d'études, ce que les Américains appellent la mobilisation cognitive, qui fait qu'on se sent plus légitime à produire de l'opinion d'expertise que nos parents et nos grands-parents, souvent à tort, parce qu'il y a des gens de très haut niveau d'études qui disent conneries sur conneries. Et ça crée en effet ce phénomène que les politologues analysent très bien aujourd'hui, qui est le phénomène d'un citoyen critique. Ce citoyen est critique aussi parce qu'on est dans une société de plus en plus individuée.
C'est-à-dire l'impératif, maintenant, c'est soyez vous-même. Depuis que vous êtes tout petit, Françoise Dolto, jusqu'à un âge avancé, notre impératif, c'est surtout sois toi-même. Soyez vous-même. Et ça crée en effet une volonté surtout de ne pas être représenté. Quand vous prenez tout ce contexte, tous ces facteurs, vous comprenez mieux aujourd'hui la grande difficulté qui est pour les experts à trouver un espace dans une société où tout le monde se considère comme expert. Et où les choses sont peut-être de plus en plus binaires. Chloé Morin, justement, vous disiez, on parlait beaucoup du doute, mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un risque dans les débats à venir d'une forme de on est pour, on est contre, chacun a sa part de vérité? Oui, en tout cas, on observe qu'il y a de plus en plus de débats où la polarisation, en tout cas celle qu'on observe sur les réseaux sociaux, il faut quand même rappeler que l'immense majorité des Français ne s'expriment pas sur les réseaux sociaux, donc c'est un miroir grossissant. Néanmoins, on voit bien qu'il y a certains débats qui hystérisent un peu et sur lesquels il n'est plus possible de discuter. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a quand on observe les médias. Et finalement, pour en revenir à ce qui vient juste d'être dit, il y a effectivement la démocratisation de l'accès à l'information permise par les chaînes d'infos, Internet, les réseaux sociaux, qui donne à tous l'impression d'être experts, mais on oublie en réalité que l'expertise, ça n'est pas juste l'accès à l'information, c'est aussi détenir la compétence critique pour la décrypter. Et effectivement, ça fait longtemps qu'on dit qu'il y a plus de 60 millions de sélectionneurs de l'équipe de France en France, mais aujourd'hui, il y a plus de 60 millions de médecins parce que, si vous connaissez des médecins dans votre entourage, ils vous diront qu'ils sont remis en cause par des gens qui disent « mais moi j'ai vu sur Doctissimo, etc. etc. » Et ça s'applique de plus en plus à toutes les professions. Donc effectivement, c'est extrêmement difficile de débattre dans ce climat-là. Il y a le risque finalement qu'il n'y ait plus de débat et qu'il n'y ait que finalement des pugilats et des confrontations totalement stériles. Et ce d'autant plus que ce qu'on observe, notamment quand on étudie le phénomène des fake news, c'est que les Français et plus globalement les citoyens dans leur ensemble surestiment leur capacité à distinguer les fake news des vraies nouvelles, entre guillemets. Et que quand on les interroge, ils nous disent oui, moi je sais faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Par contre, mes concitoyens, non. Et moi, je ne vis pas dans une bulle, mais mes concitoyens vivent dans une bulle. Donc on n'a pas cette prise de conscience qu'on ne sait pas, justement. Et que le savoir nécessite un effort sur soi-même. On voit, c'est un appel à la modestie, finalement. Merci beaucoup. Peut-être un petit mot de la fin, chacun. Parce que l'heure tourne, malheureusement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux chefs d'entreprise, aux acteurs, aux experts qui sont là, qui nous écoutent? François Omril, pour la suite, pour les mois à venir. Pas la prétention de m'adresser en particulier à tous les chefs d'entreprise qui sont ici. Pour moi, le mot-clé, c'est le gouvernement des experts. Ça a été prononcé par Pascal Perrineau tout à l'heure. C'est la pensée unique, d'une certaine façon. Je pense très sincèrement que tout le problème vient de là. Un expert ne fait pas de politique. Il prend des décisions, il répond à des questions et il prend ses responsabilités. Le gouvernement, lui, il impose une vision. Il y a plusieurs visions. On tente de nous faire croire depuis tant d'années qu'il n'y aurait qu'un seul modèle de société possible. Ça, c'est faux. Et c'est ça qui crée la confusion dans l'opinion. Olivier Grégoire. Ouais, je suis désolé, je vais m'inscrire en faux et totalement en faux. Je pense que vous n'avez pas un gouvernement d'experts. Je pense par ailleurs c'est assez paradoxal ce que vous dites en réalité, parce que quand le gouvernement décide et dit au mois de mars le masque n'est pas obligatoire, vous critiquez la communication qui a été faite, et quand on dit au mois de juillet le masque est obligatoire ou au mois de septembre, on se fait aussi critiquer parce qu'on a pris une décision. Je dirais que c'est un peu le lot du politique, mais quand le gouvernement dit on ne va pas rendre le masque obligatoire et que le gouvernement dit ensuite on rend le masque obligatoire, j'ai aussi le sentiment que le gouvernement prend ses responsabilités, j'ai aussi le sentiment que le gouvernement réagit par rapport à une épidémie qui bouge, elle aussi, on en a parlé. Aujourd'hui, l'urgence, c'est que ça ne redémarre pas, qu'on apprenne à vivre avec ce virus. C'est peut-être pour ça que la doctrine a évolué et changé.
Et je voulais aussi dire que peut-être que ce mandat, cet exécutif depuis 2017, n'a pas au démarrage donné l'importance qu'il fallait aux corps intermédiaires, à ceux qui font vivre la démocratie au quotidien, que ce soit les syndicats, que ce soit les grands corps. Mais je crois que, je me rappelle que le Premier ministre, au-delà de son discours de politique générale, le premier geste qu'il ait fait, c'est avoir reçu les corps intermédiaires à Matignon, c'est avoir lancé un round de négociations sérieux. La confiance, ça ne se décrète pas, vous le savez aussi bien que moi, ça se pratique. J'ai comme le sentiment que ce gouvernement et ce Premier ministre ont confiance dans les intermédiaires pour avancer ensemble. Pascal Perrineau, la confiance, ça ne se décrète pas. Vous avez beaucoup parlé de défiance. Ça ne se décrète pas, mais une société ne peut pas fonctionner avec un pouvoir qui vient d'en haut s'il n'y a pas le mouvement d'en bas, et le mouvement d'en bas, c'est la confiance. Et donc, quand le pouvoir vient d'en haut et qu'il n'y a plus, j'allais dire, ce carburant de la confiance, la société fonctionne mal et très mal, et nous y sommes. En France. Nous y sommes. Je dirais sur l'expertise, pratiquons de l'expertise collective. On est toujours plus intelligent à 4 ou 5 que tout seul. Chloé Morin. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit sur l'expertise collective. Et j'ajouterais qu'en réalité, finalement, ce moment nous permet de nous interroger, va peut-être nous permettre de revenir chacun dans son rôle, puisque une des choses qui a dysfonctionné peut-être dans le débat et dans la décision publique ces dernières années, c'était que les politiques se prenaient pour des experts, les experts pour des politiques, la haute administration prenait la place des politiques, etc. etc. Donc il faut espérer que finalement chacun se replace dans son rôle grâce à cette crise. Nicolas Bouzou, le petit mot de la fin pour vous ? Oui, la lutte contre les fake news, c'est une lutte pour la survie de la démocratie. Si on dévalorise la notion de vérité, si on accepte le fait que tout se vaut, qu'il n'y a plus de vérité, il n'y a plus d'argumentation, il n'y a plus de débat public, il n'y a plus de démocratie possible. Et donc, la lutte contre les fake news, notamment sur les réseaux sociaux, c'est une guerre, mais une guerre pour le meilleur. Merci à vous tous. Ils étaient nos experts, ils étaient là ce matin, ils étaient bien dans leur rôle, ils nous ont consacré du temps, on les applaudit. Merci à vous, merci de votre écoute et je laisse la parole à Nicolas pour animer la suite de